Oui, oui, effectivement. Et là, d'ailleurs, en ce moment, il y a une campagne justement d'Emmaüs contre Vinted parce qu'il y a une baisse aussi de la qualité des dons dans les réseaux de réemploi comme Emmaüs ou comme Envie ou ce genre de choses, de par l'essor des sites de vente de seconde main, etc. Alors après, moi, à titre personnel, je considère que Vinted, c'est quand même un outil qui permet justement de rendre accessible la seconde main, très accessible à toute une partie de la population qui n'irait pas forcément dans une friperie de quartier, etc. Donc ça a du mérite. Néanmoins, toute la communication en fait, qu'il y a autour d'effectivement incite à une forme de surconsommation. Et pour ça, il y a notamment des leviers réglementaires de soutien au réemploi de l'économie sociale et solidaire. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui au sein de la filière textile, au sein des filières de responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire les filières justement par lesquelles on oblige les metteurs en marché à financer la fin de vie de leurs produits. Il y a des soutiens financiers qui sont davantage alloués au réemploi dit solidaire, c'est-à-dire au réemploi fait par les structures de l'ESS, par opposition au réemploi qui passe par les structures marchandes de type Vinted, Black Market ou autres en fonction des catégories de produits. Et donc ça, c'est quelque chose qu'effectivement on soutient d'avoir davantage de financement pour le réemploi issu de l'ESS. Et ça passe aussi par un maillage territorial plus important de structures comme les ressourceries, comme les friperies, etc., qui vont permettre d'avoir plus d'accessibilité des produits issus du réemploi pour les gens sans passer par Vinted ou autre. Après, ces plateformes-là ont le mérite d'exister et ont quand même permis de populariser la seconde main et de dédramatiser aussi un peu la seconde main qui pouvait avoir une image très mauvaise, très négative il y a quelques années, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui aussi de par Ouais, après, si on veut comparer avec d'autres pays, de toute façon, toutes ces réglementations-là sur l'hygiène et la sécurité des produits, elles sont souvent établies, elles sont même toujours établies au niveau de l'Union européenne. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui se retrouve généralisé bien au-delà de la France. Après, à titre personnel, voilà, je suis juriste, je ne suis pas du tout ingénieur ni spécialiste de l'hygiène et de la sécurité des produits, donc je ne me permettrai pas du tout de prendre la parole sur ce qui est nécessaire ou pas nécessaire en termes de sécurité alimentaire, etc. Par contre, il y a un discours qui, pour nous, est effectivement à modifier sur notamment le côté sanitaire du plastique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent que le plastique, notamment au contact alimentaire, pose beaucoup de problèmes de santé publique, avec une migration des microplastiques dans l'organisme humain, etc. Et à côté de ça, on va avoir des discours qui nous présentent l'emballage plastique comme vraiment l'Eldorado, justement, de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire, etc. Qui vont pousser, par exemple, typiquement, aujourd'hui, on a une obligation pour les commerçants d'accepter les personnes qui ramènent leurs contenants pour se faire servir à manger, et on a beaucoup de commerçants, d'autant plus parce que cette mesure est entrée en vigueur au moment de la crise du Covid, qui nous disent que c'est pas hygiénique, qu'ils vont engager leurs responsabilités, qu'ils ont peur d'accepter les contenants, etc. Et ça, il y a vraiment, pour nous, un discours à changer sur le fait que l'emballage plastique à usage unique est l'Eldorado de la santé publique, alors que de plus en plus d'études maintenant nous montrent que c'est loin d'être le cas. Il faudrait un philosophe dans ça. Oui, je ne sais pas si j'ai une réponse à apporter à cette question, mais c'est assez simple, je pense, de comprendre pourquoi est-ce que les déchets ont une image sale, parce qu'il y a des nuisances évidentes qui sont posées par nos déchets, mais effectivement, on voit en ce moment avec la grève des éboueurs qu'on se rend un petit peu compte de ce qu'on produit, et qu'on est confronté en fait visuellement et au niveau de la vue, de l'odeur, qu'on est dérangé par la présence de ces déchets-là que d'habitude on ne voit pas. Parce qu'on s'est habitué à ce qu'ils soient traités vraiment loin de notre regard, et la grève des éboueurs permet un petit peu de se rendre compte de cette production-là et de nous reconfronter un peu à notre production de déchets finalement. Une question avant que les élus s'en aillent. La commande publique. On parle parfois dans les déchets, et je crois que dans le livre c'est mentionné à certains moments, du rôle de la commande publique, c'est-à-dire du rôle des collectivités dans la réduction des déchets. Oui, effectivement, la commande publique a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, c'est une des mesures de la loi anti-gaspillage de 2020 d'avoir une obligation pour l'État et pour les collectivités territoriales d'avoir une part minimale de leurs achats qui soit issue du réemploi, de la réutilisation. Donc avec des pourcentages qui varient en fonction des catégories de produits, etc. Mais donc c'est aujourd'hui censé être le cas. On est censé avoir une commande publique plus vertueuse qui va vers davantage d'achats issus du réemploi et de la réutilisation. On est vraiment aux prémices puisque c'est quelque chose qui est en vigueur depuis 2021. Donc à
voir comment ça permet effectivement de réduire les déchets dans des secteurs très variés, du coup, parce que on parle de l'État et des collectivités territoriales en général, mais après c'est une obligation qui pourrait aussi s'étendre à d'autres acheteurs. Une dernière question sur la tarification incitative. Effectivement, on voit que ça permet la réduction des déchets, mais est-ce qu'on ne risque pas de pénaliser encore les populations qui sont économiquement déjà en souffrance? Ouais, c'est une très bonne question et c'est effectivement qu'on aborde dans la partie dédiée à la justice sociale dans le livre, qui est que nous, on a une proposition de plaidoyer qu'on porte chaque année dans le cadre des projets de loi de finances annuels. Donc, projet de loi de finances, c'est vraiment la loi qui fixe le budget de l'État pour l'année à venir. Et une de nos propositions majeures de plaidoyer dans ce cadre-là, c'est de permettre une tarification incitative modulable en fonction de critères sociaux, ce qui est le cas pour la tarification de l'eau, par exemple, et qui permet, pour les foyers, par exemple, qui sont très nombreux, s'il y a beaucoup de personnes dans un foyer, d'avoir une tarification qui est dégressive, parce qu'on sait qu'effectivement un foyer plus précaire avec 3 enfants, donc des couches, etc., sera pénalisé par rapport à un foyer avec une personne célibataire. Et donc pour nous il est important que cette tarification incitative-là, elle n'aille pas effectivement avec une précarisation de certains foyers. Et donc pour nous il faut vraiment qu'il y ait une tarification dégressive qui soit permise, ce qui n'est pas le cas actuellement parce que le principe d'égalité devant l'impôt oblige à avoir un traitement similaire de tous les foyers par rapport à une taxation, et donc en l'état la réglementation fiscale ne permet pas d'avoir une modulation sociale de cette tarification incitative, de cette tarification des déchets en général, et donc c'est quelque chose qu'on essaie de faire passer. On a chaque année des députés et des sénateurs, sénatrices qui soutiennent cette proposition, mais pas suffisamment pour que ce soit voté, donc on espère qu'un jour ça finisse par l'être. Effectivement, ça ne soit plus un frein qui est d'ailleurs un frein pour certaines collectivités justement pour passer à cette tarification. Après, la question est très intéressante de savoir effectivement à quel point les collectivités ont intérêt à ce qu'on réduise non pas les ordures ménagères résiduelles, mais aussi la poubelle jaune, les emballages, le tri, le verre aussi. Et là, effectivement, on rentre dans un processus financier assez complexe qui est que effectivement, il y a un principe de responsabilité élargie du producteur, que les metteurs à marché d'emballage financent les collectivités pour la collecte des emballages. Après, les collectivités ne s'en mettent pas plein les poches pour rien, c'est-à-dire que c'est parce qu'elles collectent cette poubelle jaune et ces emballages triés qu'elles touchent de l'argent. Mais du coup, on peut imaginer que s'il y avait moins d'emballages mis en marché, il y aurait aussi moins de collecte, donc moins de coûts à la charge de la collectivité, donc moins d'argent, mais aussi moins de dépenses en fait pour la collectivité. Mais bon, déjà, si on pouvait réduire la poubelle d'ordures ménagères résiduelles, on pourra ensuite se poser la question de comment les collectivités soutiennent la réduction des emballages. Alors, on a localement là-dessus un cas très concret. C'est-à-dire qu'en réunion du PLPDMA, le PLPDMA, c'est le plan départemental local de prévention des déchets ménagers. Et on a été face à un cas très concret qui est le secteur, je dis madame, c'est pour ne pas citer la grande surface, Intermarché, qui a mis des bornes de collecte des bouteilles plastiques avec, je crois, un bon d'achat, quelque chose comme ça. Alors c'est une pseudo-consigne, Et moi, personnellement, quand j'étais à la réunion, j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit, tiens, pour les catégories modestes, justement, et les collectivités, les élus, étaient plutôt vent debout contre ce système-là, parce qu'en arguant, justement, que c'était un manque à gagner pour eux. Oui, bah c'est le cas sur la consigne pour recyclage aussi d'ailleurs. Enfin, là en ce moment il y a des débats très soutenus sur la question de la consigne, à la fois pour recyclage et pour réemploi, parce que le gouvernement en 2023, donc cette année, est censé prendre une décision sur est-ce qu'on remet en place une consigne pour réemploi des emballages et ou pour recyclage, donc typiquement avec ce genre de dispositif, où du coup on paye une petite somme en plus sur l'achat d'une bouteille en plastique de soda, et quand on va la ramener, non pas pour réemploi mais pour recyclage, on récupère cette somme, et les collectivités effectivement sont fermement opposées, en tout cas les associations de collectivités qui représentent les collectivités dans les instances nationales dans lesquelles on siège également nous, sont farouchement opposées à la consigne pour recyclage parce que c'est un manque à gagner pour elles dans l'argent qu'elles retirent après de la part de CTO pour la collecte, etc. Pour nous, de toute façon, la consigne, ça doit être initialement un dispositif qui sert à la réduction des emballages, et la consigne pour recyclage,
en tant que tel ne sert pas à la réduction des emballages, elle sert à l'amélioration des performances de tri. Et justement, en Allemagne, où les deux consignes pour réemploi et pour recyclage cohabitent dans certains endroits, il y a pu y avoir un effet pervers de la consigne pour recyclage qui détourne justement du réemploi et qui amoindrit les performances de réemploi, parce que consigne pour recyclage, ça incite aussi les gens à acheter dans des contenants plastiques et pas forcément dans des contenants en verre réemployables qui existent à côté de ça. Donc nous, c'est pas forcément un dispositif qu'on soutient. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus? À moins qu'il y ait encore une question. Non, comme ça donne du temps pour, vous le savez tous, acheter le livre et le faire dédicacer par Alice. Alors, le mot de la fin, merci à tous. Merci de vos questions, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des questions qui ne vont pas toujours dans notre sens, j'allais dire, qui sont un petit peu contradictoires, parce que c'est ça qui fait avancer le débat. Merci à tous, merci à Alice, merci à Zéro Déchet 3, à Zéro Waste, et puis aux passeurs de textes qui sont à votre disposition. Je ne touche rien du tout sur la vente des livres, je vous rassure, mais qui sont à votre disposition pour l'achat de livres. Et puis, à bientôt. La prochaine fois, ça sera sans doute pour nous au Parc des Moulins, où on donnera peut-être, je vous le dis en avant-première, quelque chose sur l'eau, une conférence sur l'eau, et sur l'eau dans le département de l'Aube, avec le responsable départemental. Je vous en dis pas plus. Merci, à bientôt.